Troisième conférence. L'idée que l'homme est une machine n'est pas nouvelle. C'est vraiment le seul point de vue scientifique que possible, car il est basé sur l'expérience et l'observation. Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, ce qui était appelé psychophysiologie a donné une très bonne définition du mécanisme de l'homme. L'homme était considéré comme incapable de faire aucun mouvement s'il ne recevait pas d'impressions externes. Les sages de cette époque ont fait valoir que s'il était possible de priver l'homme de la naissance de toute impression extérieure ou intérieure, mais le gardant en vie, il ne pourrait pas faire le moindre mouvement. Une telle expérience est évidemment impossible, même avec un animal, car le processus même de maintien de la vie, de la respiration, de la nourriture, etc., produirait toutes sortes d'impressions qui déclencheraient différents mouvements, réflexes, puis déchargerait le centre du moteur. Cette idée, cependant, est intéressante, car elle montre clairement que l'activité de la machine dépend des impressions externes et commence avec des réactions à ces impressions. Dans la machine, chaque centre est parfaitement adapté pour recevoir ses propres impressions et pour les répondre de la manière souhaitée. Et lorsque les centres fonctionnent correctement, il est possible de calculer le travail de la machine. On peut prédire de nombreux incidents et réactions qui seront produites sur la machine. On peut les étudier et même les diriger. Malheureusement, les centres fonctionnent rarissimalement comme ils le devraient, même chez un homme, considéré qu'ils sont normaux. En effet, les centres sont fabriqués de manière à pouvoir se remplacer dans une certaine mesure. Dans le plan original de la nature, le but était sans aucun doute d'assurer la continuité du fonctionnement des centres et de créer une sauvegarde contre les interruptions possibles dans les travaux de la machine. Car dans certains cas, une interruption pourrait être fatale. Mais ces machines en discipline qui nous sont tous, la capacité d'avoir les centres de travail les uns pour les autres, devient si excessif que chacun d'eux fait rarement son propre travail. Presque chaque minute, l'un ou l'autre centre quitte son propre travail et cherche à faire l'autre, qui, à son tour, cherche à faire celui d'un tiers. Les centres, comme je l'ai dit, peuvent se remplacer dans une certaine mesure, mais pas complètement. Et dans ce cas, ils travaillent évidemment de manière beaucoup moins efficace. Par exemple, le centre moteur peut, dans certaines limites, imiter le travail du centre intellectuel, mais ne produira que des pensées très vagues et très déconnectées, comme dans les rêves et les rêveries. À son tour, le centre intellectuel peut travailler à la place du centre de moteur. Il tend, par exemple, d'écrire une réflexion sur chacune des lettres et comment les former. Vous pouvez essayer des expériences similaires, faire face au service de pensée, pour faire tout ce que vos mains ou vos jambes peuvent faire sans leur aide. Essayez, par exemple, de descendre une échelle en observant chaque mouvement ou en effectuant un travail manuel qui est familier, calculant et préparant une pensée chaque petit geste. Vous verrez à quel point le travail devient plus difficile, et dans quelle mesure le centre intellectuel est plus lent et plus maladroit que le centre du moteur. Vous pouvez également le trouver lorsque vous apprenez un nouveau type de mouvement. Supposons que vous apprenez à écrire la machine ou à entreprendre tout type de travail physique, qui est nouveau, ou prendre comme exemple du soldat qui exerçait dans la gestion du fusil. Pendant un certain temps, tous vos mouvements dépendront du centre intellectuel et ne passeront plus tard le centre du moteur. Nous connaissons tous le soulagement que les expériences, lorsque les mouvements sont déjà devenus automatiquement, lorsque des ajustements ont été effectués, et lorsqu'il n'est pas nécessaire de penser ou de calculer sans cesse chaque mouvement. Cela signifie que les mouvements se sont déplacés vers le centre du moteur auquel ils appartiennent normalement. Le centre instinctif peut travailler à travers le centre émotionnel, et il peut parfois fonctionner pour tous les autres centres. Dans certains cas, le centre intellectuel peut fonctionner au lieu du centre instinctif, bien qu'il ne puisse faire qu'une très petite partie de cette œuvre. Ici, il se rapporte au mouvement visible, au mouvement de poitrine pendant la respiration, par exemple. Il est très dangereux d'intervenir dans les fonctions normales du centre instinctif. C'est le cas de la respiration artificielle, parfois décrite comme la respiration
des yogis, et cela ne devrait être entrepris que sous la vigilance d'un maître compétent et expérimenté. Première conférence. Je parlerai de l'étude de la psychologie, mais je dois les empêcher que la psychologie à laquelle je me réfère est très différente de ce qu'ils peuvent savoir par ce nom. Tout d'abord, je dois dire que jamais au cours de l'histoire de la psychologie ne s'est retrouvé à un niveau si bas. Il a perdu tout contact avec son origine et sa signification, à un point tel qu'aujourd'hui, il est difficile de définir le terme psychologie, c'est-à-dire spécifier ce qu'est la psychologie et ce qu'il étudie, et cela bien que, au cours de l'histoire, n'a jamais vu autant de théories psychologiques, autant de livres sur la psychologie. La psychologie est parfois appelée une nouvelle science, rien de plus faux. Elle est peut-être la science la plus ancienne. Malheureusement, dans ses éléments essentiels, c'est une science oubliée. Comment définir la psychologie? Pour comprendre cela, il est nécessaire de réaliser que, sauf dans les temps modernes, la psychologie n'a jamais existé avec son propre nom, pour diverses raisons. A toujours été soupçonnée de présenter des tendances fausses et subversives, caractère religieux, politique ou moral, et a toujours dû se cacher sous différents déguisements. Pendant des millénaires, la psychologie existait sous le nom de la philosophie. En Inde, toutes les formes de yoga qui sont essentiellement de la psychologie sont décrites comme l'un des 6 systèmes de philosophie. Les enseignements soufis, qui sont avant tout psychologiques, sont considérés comme en partie religieux et en partie métaphysiques. En Europe jusqu'à récemment, au cours des dernières années du XIXe siècle, de nombreuses œuvres de psychologie ont été citées comme des œuvres de philosophie. Bien que presque toutes les subdivisions de la philosophie, telles que la logique, la théorie de la connaissance, l'éthique et l'esthétique, se réfèrent au travail de la pensée humaine ou au sens, la psychologie était considérée comme inférieure à la philosophie et liée uniquement aux aspects inférieurs ou plus triviaux de la nature humaine. Tout en subsistant sous le nom de la philosophie, la psychologie est restée encore plus longue associée à une religion ou à une autre. Que cela ne signifie pas que la religion et la psychologie n'ont jamais été une seule et même chose, ni que la relation entre la religion et la psychologie a toujours été reconnue. Mais il ne fait aucun doute que presque toutes les religions connues, bien sûr, je ne parle pas de pseudo-religions modernes. J'ai développé ce type ou ce genre d'enseignement psychologique, souvent accompagné d'une certaine pratique, de sorte que souvent l'étude de la religion s'est déjà comportée, déjà en soi, celui de la psychologie. Dans la littérature religieuse la plus orthodoxe, à partir de différents pays et différentes époques, des œuvres d'excellentes sur la psychologie se trouvent. Par exemple, cette compilation d'auteurs datant des premiers jours du christianisme et est connue sous le titre général de Philokalia, des livres actuellement utilisés dans l'Église orientale, où ils sont réservés principalement à l'instruction des moines. Au moment où la psychologie était liée à la philosophie et à la religion, elle existait également sous forme d'art. Poésie, tragédie, sculpture, la danse, l'architecture elle-même étaient des moyens de transmission dans les connaissances psychologiques. Certaines cathédrales gothiques, par exemple, ont été essentiellement traitées de psychologie. Dans l'Antiquité, avant que la philosophie, la religion et l'art n'adoptent les formes indépendantes que nous connaissons aujourd'hui, la psychologie a trouvé son expression dans des mystères, comme ceux de l'Égypte et de la Grèce antique. Plus tard, les mystères ont disparu. La psychologie leur a survécu sous la forme d'enseignements symboliques, que les heures étaient liées à la religion de l'époque, et non des heures, comme l'astrologie, l'alchimie, la magie, et parmi la franc-maçonnerie moderne, l'occultisme et la théosophie. Ici, il est essentiel de noter que tous les systèmes et doctrines psychologiques, à la fois ceux qui existaient ouvertement, et que ceux qui sont restés cachés ou déguisés, peuvent être divisés en 2 catégories principales. Premièrement, les doctrines qui étudient l'homme comme il le trouve, ou comme il le suppose, ou l'imagine, la psychologie scientifique moderne, ou ce qui est connu sous ce nom, appartient à cette catégorie. Et le second, les doctrines qui étudient l'homme non pas du point de vue de ce qu'il est, ou semble être, mais du point de vue de ce qu'il peut devenir, c'est-à-dire
du point de vue de son éventuelle évolution.